Le son des fleurs tombant sur le sol résonna comme un coup de feu dans le silence du cimetière. La femme agenouillée devant la pierre tombale double ne s'en aperçut pas immédiatement. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essuyait la poussière de la pierre grise, où 2 noms d'enfants étaient gravés à côté d'une date marquant la fin de tout. 2 ans. 24 mois. 104 samedis consécutifs passés au même endroit, accomplissant le même rituel, ressentant la même douleur qui ne diminuait jamais. « Madame, ces garçons vivent dans mon immeuble. » La voix d'un enfant fendit l'air comme une lame. Elena se figea. Ses mains tenaient encore le chiffon humide contre la pierre froide. Son cœur s'emballa dans sa poitrine. Elle tourna lentement la tête, comme si tout mouvement brusque pouvait faire disparaître cette voix, comme si ce n'était qu'une hallucination de plus produite par la douleur chronique qu'elle portait. Un garçon noir, pas plus de 10 ans, se tenait là. Des baskets usées, un jean rapiécé aux genoux, un t-shirt trop grand pour son corps maigre. Il tenait un vieux ballon de basket sous le bras et la regardait droit dans les yeux, avec ce regard grave et sûr, plein d'une certitude déconcertante. Quoi? Le mot sortit brisé de la gorge d'Elena. Les garçons de la photo. Il désigna la pierre tombale du menton. Ils vivent dans mon immeuble. 3e étage. Appartement 307. Le monde vacilla. Elena sentit le sol se dérober sous ses genoux. Impossible. Elle avait enterré ses fils. Elle avait vu les cercueils scellés. Elle avait signé les papiers. Elle avait vécu 2 ans entiers dans l'enfer de l'absence. Cela ne pouvait pas être réel. Tu es confus, petit. Sa voix sortit plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Va-t'en. Mais le garçon ne bougea pas. Il resta planté là, avec cette expression déterminée qui ne correspondait pas à son âge. Je sais ce que je dis. L'un d'eux a une cicatrice sur le genou droit, en forme de lune. L'autre a une tache de naissance sur le cou, côté gauche, qui ressemble à un cœur. Ils jouent aux jeux vidéo jusqu'à tard et crient quand ils perdent. L'homme qui vit avec eux a dit que leur mère est morte. Elena sentit l'air lui manquer. La cicatrice. La tache de naissance. Des détails que personne ne pouvait connaître. Des détails cachés sous les vêtements, invisibles sur les photos publiques. Tout son corps se mit à trembler. Elle se leva chancelante, s'appuyant sur la pierre tombale pour ne pas tomber. Où est cet immeuble? Le garçon donna l'adresse. Un quartier de l'autre côté de la ville, un endroit qu'Elena n'avait jamais eu de raison de visiter. Il dit le nom de la rue, le numéro, jusqu'à la couleur du bâtiment, brun foncé, avec des balcons rouillés. Un lieu oublié où les gens disparaissaient sans laisser de traces. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda Elena d'une voix tremblante. « Parce que j'ai vu leur photo dans ta voiture la semaine dernière, quand tu t'es garé près du parc. La même photo que tu laisses toujours ici. » Il montra le petit cadre appuyé contre la pierre, protégé par du plastique. « Je ne crois pas aux fantômes. S'ils sont ici et là-bas, c'est qu'il y a quelque chose de très bizarre. » Les jambes d'Elena cédèrent. Elle retomba à genoux, mais cette fois, ce n'était pas à cause de la douleur de la perte. C'était sous le poids impossible de l'espoir. Un espoir qu'elle avait enterré avec ses cercueils, qu'elle avait piétiné et étouffé pendant 2 ans entiers, parce que l'espoir fait plus mal que la mort quand il ne se réalise pas. « Comment tu t'appelles » réussit-elle à demander. « Caleb. » Caleb, si c'est une mauvaise blague. Ce n'en est pas une. La gravité de son regard était absolue. Ma mère dit que le mensonge a les jambes courtes. Je ne mens pas sur des choses importantes. Elena sortit son téléphone de sa poche avec des mains tremblantes. Elle appela la seule personne en qui elle avait encore confiance, sa sœur Sarah. Quand la communication s'établit, les mots sortirent en désordre, incohérents, mêlés de sanglots et de respirations hachées. « Sarah, j'ai besoin que tu viennes au cimetière tout de suite. Tout de suite. Ne pose pas de questions, viens juste. » En attendant, Elena ne pouvait détacher les yeux du garçon. Caleb resta là, patient, comme s'il comprenait qu'il venait de faire exploser la réalité de quelqu'un et qu'il fallait du temps pour que les morceaux se réorganisent. Il fit rebondir la balle plusieurs fois, un rythme régulier étrangement apaisant. « Pourquoi tu viens ici ?» demanda Elena, cherchant à comprendre. « Raccourci pour aller au terrain de basket. Je passe par ici tous les samedis. » Tous les samedis. Le même jour qu'elle. Depuis combien de temps passait-il là, voyant cette femme brisée pleurer sur des tombes, avant de faire le lien? Sarah arriva 15 minutes plus tard, essoufflée, les yeux écarquillés d'inquiétude. Elena raconta tout, les mots jaillissant en torrent, tandis que Sarah regardait tour à tour le garçon et sa sœur, comme si tous deux étaient devenus fous. « Elena, écoute, tu dois réfléchir. Ça n'a pas de sens. Tu as vu les corps. J'ai vu des cercueils scellés, coupa Elena.
Ils ont dit que tout était trop abîmé, qu'il valait mieux ne pas ouvrir, qu'il fallait que je me souvienne d'eux tels qu'ils étaient. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sarah pâlit. Parce qu'à présent, elle comprenait elle aussi. Les pièces impossibles commençaient à s'emboîter dans un puzzle macabre. David conduisait cette voiture, murmura Sarah, en prononçant le nom de l'ex-mari d'Elena. Ils ont dit qu'il était mort sur le coup. Mais son corps a été identifié par le portefeuille, compléta Elena d'une voix glaciale. Par le portefeuille et une alliance. Rien de plus. Pendant 2 ans, elle avait cru à la version officielle. Accident sur la route. Voiture qui s'était renversée plusieurs fois. Incendie. 3 victimes, un homme et 2 garçons. Une famille détruite en quelques secondes. La police avait été bienveillante, les ambulanciers compatissants, le médecin légiste plein d'empathie. Tous disaient la même chose. Mieux vaut ne pas voir, mieux vaut préserver les bons souvenirs, mieux vaut laisser le temps guérir. Mais si le temps n'avait fait que nourrir un mensonge, nous allons à cette adresse, décida Elena en se levant. Sa voix avait changé. Plus ferme, plus dangereuse. Elena, attends. Réfléchis. Et si c'était une erreur? Et si ce garçon se trompait? Les marques, Sarah. Il a décrit les marques. Caleb était toujours là, observant la scène avec ses yeux trop vieux pour son jeune visage. Elena se tourna vers lui. Merci. Merci d'avoir eu le courage de me dire ça. Il hocha la tête, déjà en train de s'éloigner avec son ballon sous le bras. J'espère que ce sont bien vos fils, madame. Tout le monde mérite de rentrer à la maison. Elena et Sarah se dirigèrent vers le parking. Le ciel du samedi était couvert, menaçant de pluie. Approprié. Car une tempête s'apprêtait à s'abattre sur leur vie une fois de plus. Sur le chemin de la voiture, Elena remarqua quelque chose. Pour la première fois en 2 ans, elle ne regarda pas en arrière vers les tombes. Elle ne murmura pas l'adieu silencieux qu'elle faisait toujours. Elle ne promit pas de revenir la semaine suivante. Parce que peut-être, juste peut-être, elle n'aurait plus besoin de rendre visite aux morts. Peut-être que ses fils l'attendaient parmi les vivants. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ce qu'Elena va découvrir dans cet immeuble pourrait tout changer. L'immeuble brun foncé se dressait comme une blessure dans le paysage urbain. 5 étages de béton taché, des balcons rouillés pendus comme des dents pourries, des fenêtres aux rideaux déchirés qui semblaient être des yeux fatigués observant la rue. Elena gara la voiture de l'autre côté de la rue, les mains toujours agrippées au volant comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui était devenu liquide et instable. 307. 3e étage. Répéta Sarah, la voix tendue. Elena, qu'est-ce que tu vas faire? Frapper à la porte? Crier? Appeler la police? Elena ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur les fenêtres du 3e étage, essayant de distinguer un mouvement, un signe de vie. Essayant de sentir à travers les murs si ses fils étaient vraiment là, à moins de 50 mètres. D'abord, il faut que je sois sûre, dit enfin Elena. Il faut que je les voie de mes propres yeux. Elles sortirent de la voiture et traversèrent la rue. Le hall de l'immeuble sentait le moisi et les produits d'entretien bon marché. Il n'y avait pas de concierge, seulement une porte vitrée avec un loquet cassé qui céda sous une légère poussée. Les escaliers craquaient sous leurs pas tandis qu'elles montaient, chaque marche semblant durer une éternité. Au 3e étage, le couloir était étroit et mal éclairé. Des portes numérotées se succédaient. 303. 305. Et puis il y avait celle-ci. 307, une porte bleue délavée dont la peinture s'écaillait, indistinguable des autres. Elena leva la main pour frapper. Elle se figea. Que dirait-elle? Comment commencer? Bonjour, je suis la mère morte des garçons qui habitent ici. Ses doigts tremblaient violemment. Sarah lui prit le poignet. Respire. On va faire ça correctement. Avant qu'elle n'ait pu décider, la porte de l'appartement 309 s'ouvrit. Une femme âgée en tablier à fleurs apparut, portant un sac poubelle. Elle s'arrêta en voyant les 2 inconnus dans le couloir, méfiante. Vous vous êtes perdus? Elena improvisa rapidement. On cherche un ami. David. David Thompson. On nous a dit qu'il habitait ici. Le vrai nom de son ex-mari sortit naturellement de ses lèvres. L'expression de la femme changea, passant de la méfiance à quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Ah, l'homme du 307. Je ne savais pas qu'il s'appelait David. Il ne parle à personne. Il ne sort que très tôt le matin ou très tard. Les garçons aussi. Pauvres enfants, je ne les vois jamais jouer dans la rue. Le cœur d'Elena explosa dans sa poitrine. Garçons. Elle avait dit garçons. Au pluriel. Quel âge ont-ils?
demanda Sarah, gardant la voix détachée. Je ne sais pas trop. 8, 9 ans? Ils sont deux. Peut-être jumeaux, ils se ressemblent beaucoup. Peau claire, cheveux châtains. Le père est très protecteur, il ne les laisse jamais seuls. Pas des jumeaux, mais des frères d'un an d'écart qui ont toujours été confondus avec des jumeaux. Thomas et Samuel. 9 et 8 ans maintenant. L'âge exact. La description exacte. Helena sentit les jambes fléchir. Il est chez lui en ce moment? Réussit-elle à demander. Je crois. J'ai entendu la télévision plus tôt. Mais comme je l'ai dit, il n'aime pas les visites. Une fois, le concierge a essayé de parler d'une fuite et il a failli le dévorer. La femme poursuivit son chemin en descendant les escaliers avec son sac poubelle. Helena et Sarah restèrent plantées, digérant tout cela. Il n'y avait plus de place pour le doute. Les chances d'une coïncidence venaient de s'évaporer complètement. On appelle la police. Sortit Sarah en sortant son portable. Non. Helena serra la main de sa sœur. Pas encore. S'il s'agit vraiment de lui, s'il a réellement fait ça, il peut s'enfuir. Il peut emmener les garçons. Je dois les voir d'abord. Il me faut une certitude absolue avant de tout faire exploser. Helena, c'est de la folie. Il est dangereux. Il a mis en scène 3 décès. La porte du 307 s'ouvrit. Un homme apparut. Barbe de quelques jours, cheveux plus longs qu'Helena ne s'en souvenait, des cernes profondes. Plus maigre. Plus vieux. Mais indubitablement lui. David. Son ex-mari. Le père de ses fils. L'homme pour qui elle avait pleuré. L'homme dont elle avait visité la tombe 15 fois avant de réaliser qu'elle n'en pouvait plus. Il resta figé en la voyant. Pendant 3 secondes entières, personne ne bougea. Personne ne respira. Le couloir se transforma en une photographie figée où le temps avait cessé de fonctionner. Puis David recula et tenta de refermer la porte. Helena fut plus rapide. Elle posa le pied dans l'entrebâillement et poussa de toutes ses forces. 2 ans de salle de sport, 2 ans à convertir la douleur en muscle, 2 ans à se préparer inconsciemment pour un moment qu'elle croyait ne jamais vivre. Où sont mes enfants? La voix sortit rauque, dangereuse. Helena, pars d'ici. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas être là. Où sont mes enfants? Elle poussa plus fort, obtint assez d'espace pour entrer. L'appartement était petit, en désordre, avec des cartons empilés et des meubles vieux. Mais ce qui fit tomber Helena à genoux, ce fut ce qui était collé au mur. Des dessins d'enfants. Des dizaines. Collés avec du ruban adhésif. Des maisons avec des familles de 3 personnes. Un homme grand et 2 petits garçons. Toujours seulement 3. Jamais 4. La mère avait été effacée de toutes les histoires. Tu leur as dit que j'étais morte, murmura Helena, la colère commençant à bouillir dans son estomac. Tu les as tués pour eux. Je n'avais pas le choix. David passa la main sur son visage, désespéré. Ils allaient vous tuer. Vous tous. Je devais de l'argent à des gens très dangereux. Des gens qui n'acceptent pas un non pour réponse. Ils ont menacé les enfants, Helena. Ils ont dit qu'ils viendraient chercher les garçons à l'école. J'ai vu des photos. Des photos de nos enfants au parc. Ils savaient tout. Alors tu as mis en scène notre mort? Tu as utilisé des corps d'autres personnes? Tu as détruit ma vie pendant 2 ans? Je leur ai sauvé la vie, hurla David. Ces hommes pensent que nous sommes tous morts. Que l'accident était réel. Ils ont arrêté de chercher. Les garçons sont en sécurité. Toi, tu es en sécurité. En sécurité. Helena rit, son amère est brisée. J'ai passé 2 ans à souhaiter être vraiment morte. 2 ans à prendre des somnifères. 2 ans sans pouvoir respirer correctement. Et eux, ils pensent que leur mère les a abandonnés? Ils pensent que tu es morte en paix. C'était la seule façon. Où sont-ils maintenant? David hésita. Il regarda l'horloge au mur. À l'école. Ils reviennent dans 1 heure. À l'école? Intervint Sarah pour la première fois. Comment as-tu pu mettre des enfants supposés morts à l'école? Faux papier. Nom différent. Ce sont maintenant d'autres personnes. Christopher et Daniel Miller. Fils d'un veuf qui a déménagé d'un autre état. Helena sentit un haut le cœur remonter. Ses fils avaient d'autres noms. D'autres identités. Des vies construites sur le mensonge et la terreur. David avait tout volé. Pas seulement 2 ans de sa vie, mais toute leur enfance. Tu dois partir avant qu'ils ne reviennent, dit David, la voix cassée. Ils ne peuvent pas te voir. Ça les détruirait. Ils ont fait de la thérapie pendant 1 an pour surmonter ta mort.
Ils vont enfin mieux. Mieux. Elena fit un pas vers lui. Ils vont bien cachés dans un appartement crasseux, sans grands-parents, sans oncles, sans vrais amis? C'est ça, pour toi, être bien? C'est être vivant. C'est respirer. C'est avoir un avenir. Un avenir bâti sur des mensonges. Cracha Sarah. Tu es un monstre. Je suis un père qui a fait ce qu'il fallait, répliqua David, mais il y avait quelque chose de brisé dans sa voix. Quelque chose qu'Elena reconnut, la culpabilité, la peur, un remords tardif. Qui étaient ces personnes dans les cercueils? Demanda Elena froidement. Des indigents, sans famille, sans personne pour les chercher. Un homme et 2 enfants morts dans des circonstances différentes. J'ai payé quelqu'un pour arranger la situation, pour faire comme si c'était nous. Le silence qui s'abattit fut absolu. Elena regarda l'homme qu'elle avait aimé, l'homme avec qui elle avait fondé une famille, l'homme qu'elle croyait connaître. Et elle vit un inconnu, un criminel, quelqu'un capable d'un acte inimaginable. « Je vais m'asseoir ici », dit calmement Elena en s'asseyant sur le canapé usé. « Et je vais attendre que mes enfants reviennent de l'école. » Elena, non. Tu m'as volé 2 ans. Tu m'as volé la chance de les voir grandir. Tu m'as tout pris. Sa voix était de glace pure. Maintenant tu vas rester assis là, tranquille, et me laisser vivre mon moment. Et ensuite, David, tu paieras pour chaque seconde de douleur que tu as causée. Les 40 minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Elena. Elle resta assise sur le canapé, immobile comme une statue, tandis que David faisait les 100 pas dans le petit appartement, nerveux comme un animal acculé. Sarah s'était placée stratégiquement près de la porte, bloquant toute tentative de fuite. « Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire », répétait David pour la 5e fois, la voix de plus en plus désespérée. Ces hommes existent toujours. Ils sont encore là dehors. S'ils découvrent que nous sommes en vie. Alors tu aurais dû aller à la police il y a 2 ans, répondit Elena sans émotion. Tu aurais dû faire confiance à la loi. Tu aurais dû me faire confiance. La police ne peut protéger personne contre des gens comme eux. Ils ont des contacts partout. J'ai essayé de négocier, d'obtenir plus de temps, mais ils... Combien devais-tu? David s'arrêta de marcher. Il lui tourna le dos. 150 000 $. Le chiffre resta suspendu dans l'air comme une fumée toxique. Elena sentit la colère monter d'un cran. 150 000 $. Le prix de sa vie d'avant. Le prix de 2 années d'enfer. Le prix de 2 enfants sans mère. Des paris? Demanda-t-elle, sachant déjà la réponse. De mauvais investissements. Des emprunts pour en couvrir d'autres. Je pensais que je pourrais me rattraper, que je pourrais. Tu étais comptable, David. Tu travaillais avec les chiffres. Comment quelqu'un qui comprend la finance peut-il sombrer à ce point? Parce que j'étais arrogant. Parce que je pensais être plus malin que tout le monde. Il finit par se retourner, le visage tordu par l'agonie. Et quand j'ai compris que j'avais creusé un trou trop profond, il était déjà trop tard. Il savait déjà où vous habitiez. Il connaissait déjà les noms des garçons. Ils avaient déjà proféré des menaces. Elena observa l'homme devant elle. Elle essaya de retrouver une trace du David qu'elle avait connu, du père qui se levait à 3 heures du matin pour calmer les cauchemars, du mari qui avait appris à faire des crêpes en forme d'ours juste pour voir leur fils sourire. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était un lâche. Quelqu'un qui avait choisi la sortie la plus cruelle parce que c'était aussi la plus facile pour lui. As-tu envisagé d'autres options? Vendre la maison? Demander de l'aide à la famille? Déclarer faillite? J'ai fait les calculs 1000 fois. Il n'y avait pas assez de temps. Ils m'ont donné 2 semaines. 2 semaines pour trouver 150 000 ou voir mes enfants disparaître. Alors tu les as fait disparaître à ta façon, dit Sarah avec amertume. Quel héroïsme! David ne répondit pas. Il recommença à marcher, vérifiant sa montre compulsivement. Elena profita du silence pour observer l'appartement plus attentivement. Outre les dessins sur le mur, il y avait des indices de vie d'enfants partout. De petites chaussures près de la porte. Des sacs d'école accrochés à des crochets. Une pile de livres de mathématiques sur la table. Dans un coin de la pièce, elle vit quelque chose qui lui serra le cœur. Une vieille boîte à chaussures fermée, aux bords usés. Elena reconnut cette boîte. C'était la sienne. Une boîte où elle gardait de vieilles photos, des lettres, de petits souvenirs. Elle se leva et s'en approcha, ignorant la protestation de David. Ne touche pas à ça. Mais elle avait déjà ouvert. À l'intérieur, soigneusement rangées, se trouvaient des photos. Des photos d'elle avec les garçons. D'elle enceinte. Du jour de leur naissance. Des premiers pas. Des premiers mots. Des anniversaires.
Toutes les photos portaient des marques d'usure, les bords cornés à force d'être tenus. « Il regarde ces photos ?» demanda Elena, la voix tremblante. David acquiesça lentement. Tous les soirs, avant de dormir. Pendant la première année, il pleurait. Il demandait quand tu allais revenir. Je devais expliquer encore et encore que tu ne pouvais pas revenir. Que tu étais dans un endroit où il n'y a plus de douleur. Tu les as détruits. Je les ai gardés en vie. Elena referma la boîte avec précaution, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Parce que ça l'était. C'était la preuve qu'elle n'avait pas été complètement effacée. Que ses enfants se souvenaient encore d'elle, qu'ils la voulaient encore, qu'ils gardaient encore son visage en mémoire. « Qu'est-ce que tu vas faire quand ils arriveront » demanda Sarah. Elena n'eut pas le temps de répondre. Le son de voix d'enfants résonna dans le couloir. Des voix enjouées discutant de quelque chose arrivé à l'école. Des voix qu'elle reconnaîtrait n'importe où dans l'univers, même si elle ne les avait pas entendues depuis une éternité. David devint livide. « Elena, s'il te plaît. Pense à eux. Pense au choc. Pense au traumatisme de voir quelqu'un qu'il croit mort. » Mais Elena n'écoutait plus. Tout son être était concentré sur ces voix qui se rapprochaient. La clé tournant dans la serrure. La porte qui s'ouvre. Deux garçons entrèrent. Plus grands qu'elle ne s'en souvenait. Le visage plus mince, avec les premiers signes qu'ils ne seraient plus des bébés très longtemps. Mais essentiellement les mêmes. Thomas, avec son front froncé de concentration. Samuel, avec son sourire facile et ses yeux curieux. Ils s'arrêtèrent. Virent la femme étrangère dans la pièce. D'abord, il n'y eut que de la confusion. Puis la reconnaissance. Le genre de reconnaissance primitive qui transcende la logique et la raison. La reconnaissance d'un enfant pour la personne qui l'a porté, qui l'a mis au monde, qui est imprimée dans chacune de ses cellules. « Maman !» Samuel prononça le mot comme une question. Comme s'il testait la réalité. Comme s'il avait besoin d'une confirmation qu'il ne rêvait pas, qu'il ne devenait pas fou. Thomas resta figé, les yeux grands ouverts, le sac glissant de son épaule et tombant au sol avec un bruit sourd. Elena voulut courir vers eux. Les serrer si fort qu'ils ne puissent plus jamais être séparés. Mais elle se retint. Elle s'agenouilla lentement, se mettant à leur hauteur, se rendant plus petite, moins menaçante. « Bonjour, mes amours. » Sa voix était pleine d'émotion. « C'est moi. C'est maman. »« Mais tu es morte, » dit enfin Thomas, la voix faible et confuse. « Papa a dit que tu étais morte. Nous sommes allés à ton enterrement. Nous avons vu. Vous avez vu un mensonge. » Elena regarda David avec dureté avant de reporter son attention sur ses fils. « Un mensonge que quelqu'un a raconté en pensant vous protéger. Mais je ne suis jamais morte. J'ai toujours été là. J'ai toujours cherché à vous retrouver. » Samuel se mit à trembler. Des larmes coulaient sur son visage sans qu'il semble s'en apercevoir. Tout son corps était en état de choc, essayant de traiter quelque chose de trop grand pour son esprit d'enfant. Papa a menti. Il regarda son père, trahi. Tu as menti sur le fait que maman était morte. David ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il n'existait aucune explication qui puisse rendre cela acceptable. Aucune justification qu'un enfant de 8 ans puisse comprendre ou pardonner. Thomas fut le premier à bouger. Il fit un pas vers Elena. Puis un autre. Puis il se mit à courir. Il la heurta avec assez de force pour les faire tomber tous les deux, mais Elena le serra fort, absorbant l'impact, absorbant son poids, absorbant 2 ans d'absence dans une seule étreinte. « Tu es réel », répétait Thomas contre son épaule. « Tu es réel. Tu es réel. » Samuel hésita seulement une seconde de plus avant de se joindre à l'étreinte. Elena referma les bras autour d'eux deux, respirant l'odeur de leurs cheveux, la chaleur de leur petit corps, les battements rapides de leur cœur. Tout était réel. Tout était là. Tout lui appartenait à nouveau. David s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Sarah essuya discrètement ses propres larmes. « Tu m'as tellement manqué, » murmura Elena. « Tellement. Chaque jour. Chaque seconde. »« Nous aussi, » sanglota Samuel. « Chaque nuit, je demandais à Dieu de te ramener. »« Et il a entendu, » dit Elena en embrassant leur front. D'une façon étrange et compliquée, mais il a entendu. Elle les garda longtemps dans ses bras, sachant que ce moment était fragile. Sachant que bientôt, il faudrait expliquer des choses difficiles, prendre des décisions compliquées, affronter des conséquences dévastatrices. Mais pour l'instant, il n'y avait que les retrouvailles. Il n'y avait que le miracle impossible d'avoir à nouveau ses enfants dans les bras. Quand enfin ils se séparèrent, Elena essuya les larmes de leur visage et leur sourit à travers les siennes. « Nous avons beaucoup à nous dire. Beaucoup de choses que vous devez savoir. Mais d'abord,
Racontez-moi tout sur ces 2 années. Je veux tout savoir sur l'école, sur les amis, sur tout ce que j'ai manqué. » Les heures suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Thomas et Samuel parlèrent de leur nouvelle école, de la difficulté de s'habituer à porter d'autres noms, des cauchemars qu'ils avaient eus les premiers mois. Helena écoutait chaque mot comme s'il s'agissait d'or, gravant tout dans sa mémoire, essayant de rattraper le temps perdu à travers leur récit. Mais la réalité ne pouvait pas être repoussée indéfiniment. Pendant que les garçons buvaient le chocolat chaud que Sarah avait préparé dans la minuscule cuisine, Helena s'éloigna dans un coin de l'appartement et passa l'appel qui allait tout changer. Commissariat central, officier Martinez à l'appareil. Mon nom est Helena Crawford. Je dois signaler un enlèvement, une falsification de documents et une fraude de décès. Sa voix était désormais ferme, maîtrisée. Mes enfants ont été déclarés morts il y a 2 ans. Je viens de les retrouver vivants. Un silence de 3 secondes s'installa à l'autre bout du fil. Madame, pouvez-vous répéter cela? Helena répéta. Elle donna tous les détails, les noms, les dates, l'adresse où elle se trouvait. L'officier lui demanda de rester sur place. Il dit qu'une patrouille était en route. 20 minutes tout au plus. David avait tout entendu. Quand Helena raccrocha, il ne montra aucune surprise. Seulement la résignation de quelqu'un qui savait que ce moment finirait par arriver. « Je vais être arrêté. » Ce n'était pas une question. « Oui, » confirma Helena. « Tu vas devoir répondre de tout ce que tu as fait. Les garçons vont être placés. Les garçons viennent avec moi. À la maison. Là où ils auraient toujours dû être. » Thomas et Samuel avaient cessé de parler. Ils avaient perçu le changement dans l'air, la tension revenue. Samuel prit la main de son frère. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Thomas, la ride d'inquiétude revenue sur son front. Helena s'agenouilla devant eux à nouveau. « Les garçons, ce que votre père a fait est mal. Très mal. Il l'a fait parce qu'il avait peur et pensait que c'était la seule façon de vous protéger, mais il existait d'autres moyens. Des moyens justes. Et maintenant, des personnes vont venir ici pour nous aider à tout remettre en ordre. »« La police ?» demanda Samuel, les yeux grands ouverts. « Oui. Papa va aller en prison ?» La question directe trancha comme une lame. Helena regarda David, assis par terre, le dos contre le mur, paraissant plus petit que jamais. « Probablement, » répondit-elle. Elle ne voulait pas leur mentir. Il y avait déjà eu assez de mensonges dans cette histoire. Thomas lâcha la main de son frère et s'approcha de son père. Il resta là, le regardant avec un mélange de colère et de confusion qu'aucun enfant ne devrait ressentir. « Pourquoi tu as dit que maman était morte? Pourquoi tu nous l'as enlevée? » « Parce que j'avais peur, » dit David, la voix brisée. « Peur que des gens mauvais vous fassent du mal. Peur de ne pas pouvoir vous protéger. Alors j'ai fait quelque chose d'horrible en pensant que c'était juste. Mais tu nous as fait souffrir, » dit Thomas, les larmes revenant. « Nous avons pleuré pour elle chaque nuit pendant des mois. J'ai dû prendre des médicaments pour dormir. Samuel a dû aller chez le médecin à cause de crises d'angoisse. Et tu savais qu'elle était vivante tout ce temps. L'accusation d'un enfant de 9 ans pesait plus lourd que n'importe quel jugement d'adulte. » David s'effondra complètement, sanglotant d'une manière qu'Helena n'avait jamais vue. Ce n'était ni manipulation ni théâtre. C'était l'effondrement authentique d'un homme confronté à l'ampleur irréversible de ses fautes. Samuel resta près d'Helena, ne sachant que ressentir. Une partie de lui aimait encore son père. Une autre lui en voulait. Une autre voulait simplement que tout recommence à avoir un sens. Le son des sirènes montant la rue coupa le moment. Helena alla à la fenêtre et vit 2 voitures de police se garer. 4 officiers en descendirent. Sarah ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Les minutes suivantes furent un brouillard d'uniformes bleus, de questions rapides, de radios grésillantes. Un officier s'assit avec les garçons, leur parlant doucement, évaluant leur état. Un autre prit la déposition d'Helena. Un 3e examina les documents falsifiés que David gardait dans un tiroir. « David Thompson ?» demanda un officier grand aux cheveux gris en s'approchant. David acquiesça et se leva. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification de documents officiels, enlèvement parental et obstruction à la justice. Vous avez le droit de garder le silence. » Les mots continuaient, mais Helena cessa d'écouter. Elle regardait David se faire menotter, ses enfants voir leur père emmené. Thomas gardait un visage neutre, mais Samuel pleurait en silence. Avant d'être conduit dehors, David s'arrêta et regarda ses fils une dernière fois. « Je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Je vous aimerai toujours. Et je suis désolé. Pour tout. » Puis il disparut, escorté dans le couloir mal éclairé. L'officier aux cheveux gris, qui se présenta comme le détective Harrison,
s'assit avec Elena dans la cuisine tandis qu'une assistante sociale parlait aux enfants dans le salon. Nous devrons faire des tests ADN pour confirmer l'identité des garçons, mais si tout se confirme, ils seront immédiatement remis à votre garde. Combien de temps restera-t-il en prison? Demanda Elena. Difficile à dire. Avec tous ces crimes, probablement entre 10 et 15 ans. Peut-être moins pour bonne conduite. Mais ce sera aux avocats et aux juges d'en décider. Eux et ces hommes, ceux à qui il devait de l'argent? Harrison fronça les sourcils. Nous allons enquêter. S'ils existent vraiment et s'ils représentent encore une menace. En attendant, je vais affecter des patrouilles supplémentaires dans votre quartier. Par précaution. Elena acquiesça, essayant d'assimiler tout cela. Son ex-mari était en prison. Ses enfants étaient vivants. Sa vie avait été renversée 2 fois en 2 ans. Comment se remet-on de ça? Sarah apparut à la porte de la cuisine. Il demande après toi. Elena alla au salon. Thomas et Samuel étaient assis ensemble sur le canapé, petits et apeurés au milieu du chaos d'uniformes et de formulaires. Elle s'assit entre eux, entourant chacun d'un bras. On rentre à la maison? Demanda Samuel d'une voix faible. Oui, mon amour. On rentre à la maison. À l'ancienne maison? Celle où on vivait avant? Elena hésita. Cette maison était vide depuis 2 ans. Elle avait presque tout vendu, incapable de supporter les souvenirs. Mais elle avait gardé l'essentiel. Les chambres des garçons restaient intactes dans un garde-meuble. Nous allons trouver un nouveau foyer. Ensemble. Tous les 3. Et nous allons tout reconstruire correctement. Et papa? Demanda Thomas. Papa devra faire face aux conséquences de ce qu'il a fait. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. L'amour et les mauvaises décisions peuvent exister en même temps. Thomas réfléchit. Je suis en colère contre lui. Mais je suis aussi triste. Je sais. Et c'est normal de ressentir les deux. C'est normal d'être confus. Nous allons travailler là-dessus ensemble. Avec du temps. Avec de l'aide. L'assistante sociale s'approcha avec des papiers à signer. Libération temporaire des garçons sous supervision. Audience prévue dans 3 jours. Recommandation pour une thérapie familiale immédiate. Pendant qu'Elena signait chaque document, une question continuait de la hanter. Comment ce garçon au cimetière savait-il? Comment Caleb avait-il fait le lien que personne d'autre n'avait vu en 2 ans? Elle devait le remercier en personne. Elle devait lui dire qu'il avait sauvé une famille. Qu'il avait donné à 3 personnes une seconde chance d'être complète à nouveau. Quand tout fut terminé, quand les officiers commencèrent à partir, Harrison tendit sa carte à Elena. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, ou si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Les cas comme celui-ci sont rares. Nous allons nous assurer que vous restiez en sécurité. Elena rangea la carte et, enfin, emmena ses enfants hors de cet appartement étouffant. Hors de cet immeuble qui sentait le mensonge et les secrets. Vers la lumière de la fin d'après-midi qui baignait la rue. Thomas et Samuel clignèrent des yeux sous le soleil, comme s'ils sortaient d'une caverne après des années dans l'obscurité. Et d'une certaine manière, c'était exactement cela. 6 mois plus tard, Elena était dans la cuisine de la nouvelle maison en train de préparer le petit déjeuner lorsqu'elle entendit des rires venant du jardin. Elle cessa de remuer les œufs et alla jusqu'à la fenêtre. Thomas et Samuel jouaient au ballon avec le chien qu'ils avaient adopté 3 semaines plus tôt, un bâtard couleur caramel que Samuel avait insisté pour appeler Miracle. Le nom était approprié. La transition n'avait pas été facile. Durant les premiers mois, les cauchemars étaient constants. Samuel se réveillait en criant, croyant qu'il était de retour dans cet appartement sombre. Thomas développa une anxiété de séparation si intense qu'Elena dut prendre un congé de travail, car il paniquait chaque fois qu'elle disparaissait de son champ de vision. La thérapie avait aidé. 3 fois par semaine au début, maintenant seulement 1. La docteure Patterson était patiente et douce, enseignant aux garçons comment traiter le traumatisme d'avoir perdu leur mère 2 fois. Une première fois dans la mort simulée, une seconde dans la découverte du mensonge qui avait détruit leur confiance dans le monde. Mais les enfants sont résilients d'une manière que les adultes ont oublié d'être. Peu à peu, les rires revinrent. Les jeux reprirent. La vie trouva un nouveau rythme, encore fragile, mais authentique. Elena retourna à la cuisinière quand elle entendit la sonnette retentir. Elle éteignit le feu et alla ouvrir. De l'autre côté de la porte se tenait Caleb, le garçon du cimetière, tenant son ballon de basket et souriant timidement. « Bonjour, Madame Crawford. »« Caleb !» s'exclama Elena en ouvrant grand la porte. « Entre, entre. Quelle bonne surprise !» Il entra, essuyant soigneusement ses pieds sur le paillasson. Ces derniers mois, Caleb était devenu une présence constante dans leur vie. Elena l'avait recherché quelques semaines après les retrouvailles, voulant le remercier en personne.
Elle découvrit qu'il vivait avec sa mère et deux jeunes frères dans un petit appartement et que la famille rencontrait des difficultés financières. Elena commença par embaucher sa mère, Patricia, à temps partiel dans son bureau. Puis elle proposa de l'aide pour le matériel scolaire. Caleb avait d'abord résisté, trop fier pour accepter la charité. Mais Elena expliqua que ce n'était pas de la charité, c'était de la gratitude. Une dette qu'elle ne pourrait jamais vraiment rembourser. Les garçons sont dans le jardin. Vous pouvez jouer au ballon avant le petit déjeuner, dit Elena. Caleb partit en courant, et bientôt les trois jouaient ensemble, leurs voix se mêlant en une mélodie d'enfance retrouvée. Elena les observait par la fenêtre, le cœur serré d'une émotion douce. Sarah apparut à la porte de la cuisine, encore en pyjama. Elle s'était installée temporairement dans la maison d'hôte à l'arrière, aidant Elena dans la transition. Mais toutes deux savaient que bientôt, il serait temps pour Sarah de reprendre sa propre vie. « Tu as l'air en paix », commenta Sarah en servant le café. « J'y arrive », admit Elena. « Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Hier, Thomas m'a demandé s'il pouvait aller voir son père. Et qu'as-tu répondu ? J'ai dit oui. Que lorsqu'il serait prêt, nous pourrions y aller. Que la colère et l'amour ne sont pas des choses qui s'excluent. David purgeait sa peine dans une prison à 2 heures de route. 12 ans, avec possibilité de liberté conditionnelle au bout de 8. Elena l'avait visité une fois, seule, 3 mois après les événements. Elle avait besoin de le regarder dans les yeux et de décider si elle pourrait un jour pardonner. La conversation avait été difficile. David était plus maigre, les cheveux coupés courts, les yeux vides. Il s'était excusé de toutes les façons possibles. Il avait dit qu'il passait ses nuits à revoir toutes les décisions qu'il aurait pu prendre différemment. Qu'il aurait pu lui faire confiance. Qu'ils auraient pu affronter ses problèmes ensemble. Elena n'avait pas dit qu'elle lui pardonnait. Elle n'y arrivait pas encore. Mais elle avait dit qu'elle essayait de comprendre. Qu'elle lui avait parlé des garçons. Qu'avec suffisamment de temps, peut-être qu'il pourrait construire une autre forme de relation. Pas comme avant, mais quelque chose de nouveau. L'enquête sur les criminels auxquels David devait de l'argent révéla quelque chose de surprenant. La dette avait été effacée 18 mois plus tôt. Les hommes avaient considéré l'accident comme réel et l'affaire close. David avait passé 6 mois à se cacher de ses propres fantômes, d'une menace qui n'existait plus. Cela rendait tout encore plus tragique. 6 mois inutiles. Un demi-an de douleur qui aurait pu être évité s'il avait seulement vérifié, s'il avait seulement osé reprendre contact. « Tu vas au cimetière aujourd'hui » demanda Sarah, ramenant Elena au présent. « Oui. Pour la dernière fois. » Elena avait décidé que le rituel du samedi au cimetière devait prendre fin. Non pas parce qu'elle voulait oublier, mais parce qu'il n'y avait plus rien à pleurer là-bas. Ces tombes appartenaient à des étrangers, des personnes qui méritaient leur propre mémoire digne, non l'appropriation d'une histoire qui n'était pas la leur. Elle avait pris des dispositions pour que les 3 personnes soient enterrées convenablement ailleurs, avec des pierres tombales honorant qu'elles étaient vraiment. Et aujourd'hui, elle déposerait des fleurs une dernière fois avant de clore ce chapitre. Après le petit déjeuner, Elena emmena les garçons avec elle. Il était important qu'ils comprennent la fermeture de ce cycle. Thomas et Samuel restèrent solennels pendant qu'elle déposait des roses blanches sur les tombes. « Je suis venue ici pendant 2 ans, » dit Elena. « À pleurer. À parler à des pierres. À croire que vous étiez sous terre. Ce fut la période la plus sombre de ma vie. Mais c'est aussi celle qui m'a appris combien je suis forte. Ce que je peux supporter tout en restant debout. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, » dit Thomas avec sérieux. Elena sourit. La force, ce n'est pas de ne pas se briser, mon amour. C'est de se briser et de choisir de se reconstruire. C'est de continuer à aimer même quand l'amour fait mal. C'est de pardonner même quand la colère semble plus juste. Tu as pardonné papa ? Demanda Samuel. J'apprends. Le pardon est un processus, pas un moment. Certains jours, je me réveille en colère contre lui. D'autres, je ressens de la pitié. D'autres encore, seulement de la tristesse pour tout ce que nous avons perdu. Mais chaque jour, je choisis de ne pas laisser ce qui l'a fait empoisonner ce que nous avons maintenant. Ils restèrent là quelques minutes en silence. Puis Elena prit leurs mains et ils sortirent ensemble, quittant le cimetière pour la dernière fois. Sur le chemin du retour, ils passèrent par le parc où Caleb jouait au basket. Ils s'arrêtèrent pour le regarder marquer quelques paniers, son corps mince sautant avec une grâce surprenante. D'autres enfants se joignirent au jeu, et bientôt, une petite foule riait et jouait ensemble. « Maman !» Samuel tira sur sa manche. « Je suis content que ce jour-là tu n'aies pas renvoyé Caleb. »« Moi aussi, mon chéri. Moi aussi. » Ce soir-là, après avoir couché les garçons, Elena s'assit dans le bureau et ouvrit son ordinateur portable.
Elle avait commencé à écrire un livre sur son expérience. Non pas pour la gloire ou l'argent, mais parce que la thérapeute lui avait suggéré que documenter le processus pouvait aider à guérir. Et aussi parce que peut-être, quelque part, quelqu'un d'autre avait besoin de savoir qu'il était possible de survivre à l'impossible. Elle tapa le dernier paragraphe du dernier chapitre. J'ai appris que la vie ne donne pas de seconde chance parce que nous les méritons. Elle le fait parce que nous sommes humains, imparfaits et brisés, mais capables d'une résilience extraordinaire. J'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier ni approuver. Cela signifie lâcher le poids qui nous noie pour que nous puissions à nouveau respirer. J'ai appris que l'amour d'une mère pour ses enfants est une force qui transcende la mort feinte et les mensonges élaborés. Et j'ai appris que parfois, le salut prend la forme la plus improbable. Un garçon courageux avec un ballon de basket et un cœur assez grand pour dire la vérité que personne d'autre ne voyait. Mes enfants dorment dans la chambre d'Axe en grave côté. Vivant, respirant, rêvant. Et moi, je suis ici, enfin capable de rêver aussi. Pas du passé que j'ai perdu, mais de l'avenir que nous pouvons encore construire ensemble. Ce n'est pas une fin parfaitement heureuse. C'est mieux que ça. C'est un véritable recommencement. Elena enregistra le document et referma l'ordinateur portable. Dehors, la lune illuminait le jardin où Miracle dormait dans sa niche. La maison était silencieuse, mais c'était le bon silence, celui de la paix, non le silence vide de l'absence. Elle avait survécu. Ils avaient survécu. Et maintenant, enfin, ils pouvaient vivre. Si cette histoire de dépassement et de renouveau vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Votre propre histoire de seconde chance pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez.